يشرفني J'ai l'honneur, au nom de l'Assemblée générale, de souhaiter la bienvenue à son Excellence Monsieur Danilo Medina Sanchez, président de la République dominicaine. Et je l'invite à prononcer son discours devant l'Assemblée générale. Merci. Excelentísimos. Monsieur le Président Mongens Likhatov, président de la 70e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur que de participer à nouveau à cette Assemblée générale au nom du peuple et du gouvernement dominicain. Pour commencer mon allocution, je veux saluer et féliciter M. Likhatov à l'occasion de son élection à la présidence de cette 70e session de l'Assemblée des Nations unies. Cet anniversaire nous donne l'occasion de mettre en perspective ce que cette institution a signifié pour l'humanité. Fruit des pires horreurs de la guerre, l'organisation est née il y a 70 ans. C'était la première instance mondiale créée pour préserver la paix, la coexistence et le bien-être de tous les êtres humains. Certes, elle est née des blessures, des souffrances et de la peur qu'ont engendré les grands conflits du XXe siècle. Elle est aussi née de la force massive, de l'espoir et de la volonté inébranlable de grands hommes et de grandes femmes qui croyaient dans le dialogue, la solidarité et la grandeur de notre humanité. Au-delà de ce qu'il faut faire pour avancer et relever les grands défis du monde, une chose est sûre, l'organisation continue de représenter ces valeurs qui nous inspirent chaque jour. Ces 12 derniers mois, la communauté internationale a vécu des moments difficiles. Nous avons aussi témoin de faits porteurs d'expérience qu'il convient de souligner. Nous avons assisté à l'ouverture d'ambassades entre les États-Unis et Cuba. Nous voyons nous rapprocher le jour où, après des décennies d'affrontements, on aura tourné une fois pour toutes cette page de l'histoire. Ces derniers jours, nous avons renouvelé notre engagement au développement mondial, incarné par le programme de développement pour l'après 2015. En même temps, les pays les plus industrialisés ont enfin fait un pas en avant pour combattre le changement climatique avec résolution et détermination. Nous saluons cette volonté politique que nous appelons depuis trop longtemps de nos voeux. Nous y voyons un acte de responsabilité et de justice qui permettra un modèle plus équitable dans la répartition des responsabilités entre pays riches et pays pauvres. Mesdames et Messieurs, le programme de développement pour l'après 2015 nous donne une excellente occasion de mettre au centre de nos priorités ce qui est le grand élément du développement durable. Je parle des inégalités. La lutte contre les inégalités est le point de départ pour trouver des solutions à la majorité des défis mondiaux. Pourtant, ce chantier essentiel est encore inachevé dans le monde entier et surtout en Amérique latine. Passons brièvement en revue ce qui a été accompli. Nous voyons un paysage contrasté avec des zones d'ombre et de lumière, avec des motifs de joie, mais aussi des appels urgents à l'action. D'un côté, l'Amérique latine est, à la suite de l'Asie, la région où il y a le plus grand nombre d'habitants qui ont intégré la classe moyenne. Plus de 130 millions de personnes devraient passer dans la classe moyenne avant 2030, d'après l'OCDE. Cependant, aux côtés de l'Afrique subsaharienne, c'est aussi la région du monde la plus inégale. Aujourd'hui, les 10% de latino-américains les plus riches captent 32% des revenus
et les 40% des plus pauvres n'ont que 15% du revenu. Donc, même si nous avançons avec détermination dans la lutte contre la pauvreté, celle-ci reste un problème énorme aggravé par l'inégalité. Dans l'étude excellente publiée en 2014 par la CEPAL sur le thème instabilité et inégalité, la croissance dans l'égalité exige deux transformations profondes, celle de notre structure productive et celle de notre structure distributive. En d'autres termes, la croissance est nécessaire pour l'égalité, mais l'égalité est tout aussi nécessaire pour la croissance. Plus clairement encore, on a besoin d'un secteur productif responsable qui garantisse la création de richesses dans tous les secteurs de la société. Nous avons besoin aussi d'un État actif et efficace pour la redistribution de la richesse et la création de chances. Cependant, si l'on parle de la composition actuelle des appareils productifs des pays d'Amérique latine, il faut bien reconnaître qu'il y a une grande hétérogénéité. Je m'explique. Nous avons au moins 3 niveaux de développement différents à l'intérieur de chaque pays. Dans ce voyage vers le progrès, il y a des compartiments différents, des classes différentes, il y a aussi des voies différentes qui avancent à des vitesses radicalement différentes. D'après une étude récente de la CEPAL et l'Agence de coopération allemande pour le développement, dans 18 pays d'Amérique latine et des Caraïbes, dans notre région, il y a une voie express avec des entreprises mondialisées, modernes, connectées au commerce international, qui contribuent à 67% du PIB, mais seulement à 20% de l'emploi. Nous avons une voie intermédiaire, celle des PME, qui contribuent pour 22,5% au PIB et 30% à la création d'emplois. Et enfin, nous avons la voie des micro-entreprises et de l'économie informelle qui ne contribuent que pour 10,5% à la richesse, mais qui génèrent 50% des emplois. Ainsi, il n'est pas possible que tous puissent bénéficier et participer à la croissance de manière proportionnelle. Voilà ce que dit, mesdames et messieurs, cette étude de la CEPAL. C'est une structure d'inégalité que nous avons. Il faut donc de grands bouleversements pour inverser la tendance et permettre à tous d'avancer à la même vitesse. Il faut transformer la structure de production, rompre avec les schémas anciens et avancer ensemble vers un modèle qui bénéficie à tous, aux grands comme aux petits. Pour commencer, il est indispensable que cette voie intermédiaire ait plus d'espace. Les politiques publiques doivent aider les PME à avoir un meilleur accès au crédit pour devenir plus compétitives, plus productives et novatrices. Qu'elles deviennent des acteurs de la mondialisation avec une intégration appropriée au système productif, qu'elles soient capables non seulement de créer des emplois, mais aussi des emplois formels de qualité qui absorbent une main-d'œuvre mieux formée. En sus de cette transformation nécessaire de la structure de l'économie, le deuxième pilier de la lutte contre l'inégalité doit être l'État. Il faut restaurer le rôle de l'État en tant que redistributeur efficace de la richesse, créateur de chances et défenseur des droits de tous les citoyens. Rappelons l'exemple des années 80. Durant la décennie dite perdue, la pauvreté avait augmenté et touchait pratiquement la moitié de la population d'Amérique latine. La politique d'austérité choisie à l'époque par certains États a aggravé la situation et ralenti le redressement. Dans la décennie qui a suivi, cependant, le relèvement a commencé avec de grandes avancées dans des domaines clés comme la scolarité, et ceci a donné des fruits à partir de 2002. On a ainsi vu une main-d'œuvre mieux éduquée que les parents qui ont pu enfin bénéficier d'une économie en expansion et de meilleurs salaires.
Depuis, l'indice de Gini s'est contracté à un rythme de 5%. Ceci démontre clairement que les politiques sociales sont le complément indispensable de la productivité et de l'amélioration du marché du travail. Nous ne pouvons continuer de dire que la relation entre la politique économique et la politique sociale est une relation de conflit sans solution. Bien au contraire, nous avons pour responsabilité de faire avancer les deux dans la même direction pour réduire les inégalités. Ainsi, nous pourrons faire face aux problèmes qui semblent endémiques, mais dont l'origine est dans une grande mesure la répartition inégale des ressources disponibles. Voyons ce qui se passe avec notre jeunesse. Les jeunes aujourd'hui sont la génération qui a eu le plus d'années de scolarisation dans l'histoire. Pourtant, on y trouve le plus haut taux de chômage et de précarité. Le paradoxe est que, d'après les indications, en dépit de ces études prolongées, seul un tiers des étudiants pauvres ont les niveaux minima de compétences nécessaires. L'automatisation du travail fera que dans très peu de temps, il n'y aura pas à choisir entre travail qualifié et non qualifié, mais simplement le choix sera entre des emplois qualifiés et le chômage. Par conséquent, si on ne veut pas perpétuer l'exclusion, il n'y a pas d'autre option que d'opter pour la qualité de l'éducation et de faire ce choix sérieusement. La République dominicaine veut améliorer la qualité de l'éducation. Nous voulons aussi faire les changements nécessaires pour que l'économie croisse dans l'équité avec un État présent et actif aux côtés du peuple. Mesdames et messieurs, dans les inégalités, on trouve les racines de nombre de défis auxquels le monde est confronté, notamment la violence et l'insécurité qui touchent particulièrement l'Amérique latine et les Caraïbes. C'est la seule région du monde où le taux d'homicide est augmenté ces 15 dernières années. Il y a un vaste débat sur la relation entre violence et inégalité. Les études récentes montrent qu'une hausse de 1% du coefficient de Gini est liée à une augmentation similaire du taux d'homicide. Il est peut-être cruel d'exprimer en termes économiques ce terrible drame. On ne peut ignorer que les effets de la violence sur les biens et les personnes coûtent à la région d'Amérique latine 14,2% de son PIB. L'inégalité est aussi un vivier pour le crime transnational et le narcotrafic qui recrute des jeunes à un âge de plus en plus jeune en leur volant leur chance future. Une des tâches urgentes qui nous attendent à l'échelle internationale est donc de repenser la politique de lutte contre les drogues. L'année prochaine, ici même, et à la demande du Mexique, du Guatemala, de la Colombie, nous aurons l'Assemblée générale spéciale des Nations unies sur les drogues, une session extraordinaire consacrée à ce sujet. À ce moment, on aura écarté, je l'espère, une fois pour toutes, l'idée que c'est un problème qui ne touche que quelques pays. Les dizaines de milliers de morts provoquées par la guerre contre le narcotrafic en Amérique latine et les Caraïbes ne peuvent être considérés comme des dommages collatéraux. C'est un désastre humanitaire qui, trop souvent, a pour origine des politiques mal conçues et mal exécutées. Il faut changer d'orientation, un nouveau consensus international, des politiques plus actualisées et réalistes pour que les gouvernements nationaux aient l'espace nécessaire pour formuler des politiques appropriées à leurs circonstances, comme l'ont fait certains pays ici représentés. Mesdames et messieurs, pour conclure, je voudrais rappeler le ton optimiste avec lequel j'ai commencé mon allocution. La communauté nationale représentée en cette Assemblée générale des Nations unies a réalisé des avancées historiques. Nous le savons, il reste encore beaucoup à faire, mais le bilan des résultats obtenus avec les objectifs du millénaire montre que nous sommes capables d'avancer lorsque nous centrons comme il convient nos efforts.
Notre expérience républicaine est que si l'on a un programme clair, une voie commune, on a la possibilité d'avancer vite. Par conséquent, nous avons fait nôtre le programme de l'après 2015, ainsi que l'objectif de créer une coalition entre le secteur privé, la société civile et le gouvernement pour que les changements soient durables et viables. Nous sommes convaincus que moyennant de la volonté politique, aucun défi n'est jamais trop grand. Nous saurons, je l'espère, trouver la volonté nécessaire pour relever les défis qui sont les nôtres. Le programme de l'après 2015 est l'occasion de centrer nos efforts sur les racines même des problèmes. Il faut agir maintenant. La responsabilité est la nôtre. Mettons donc nous au travail tout de suite pour créer des pays avec des égalités de chances, d'accès et de développement pour tous nos citoyens. Œuvrons pour l'équité, la solidarité, la juste répartition des ressources que nous offre la planète que nous partageons. Je vous remercie. باسم الجمعية العامة Au nom de l'Assemblée générale, je voudrais remercier son Excellence le Président de la République dominicaine. Puis-je demander aux délégations de rester assis afin que nous puissions raccompagner son Excellence?